Il primo genocidio del XX secolo. 1915, le génocide des Arméniens. Ben Türkiye'de 1915'te Ermeni halkının tümüyle... En 1915, en Anatolie, le peuple arménien a été coupé de ses racines, a été tué et a été forcé à quitter ses maisons, ses champs, son travail et son pays. Je vais expliquer tout cela. Nous avons l'intention d'introduire une grande politique de déplacement des populations. Hitler, 1931. Disant cela, il avait explicitement en mémoire le terrible 1915 des Arméniens. Cette année-là, les dirigeants jeunes turcs n'ont jamais caché avoir voulu organiser toute une ingénierie démographique dans une Anatolie de peuplement très composite avec déportation des uns, implantation d'autres. Mais dès juillet 1915, l'ambassadeur allemand, allié de la Turquie, pourtant note « La manière dont s'accomplissent ces déplacements montre que le dessein est bien d'éradiquer la race arménienne de l'Empire ». Plus tard, ce glissement ne troublera nullement Hitler. Il conclut son propos de 1931 sur les déplacements forcés. Souvenez-vous de l'extermination des Arméniens. La frontière donc est poreuse entre les déportations et les crimes de barbarie et de vandalisme, ainsi qu'on les nomme encore dans les années 30, avant de les qualifier après la Deuxième Guerre de génocide. Encore une citation, Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur turc, « Le lieu d'exil des Arméniens est le néant ». Décembre 1915, 10 mois après la décision de l'extermination. Encore un peu de temps et les 2/3 de la population arménienne que comptait l'Empire auront disparu. La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Avec Michael Nichanian, bonjour. Bonjour. Conservateur à la Bibliothèque nationale de France, de l'autre côté de la Seine, des collections arméniennes, auteur de Détruire les Arméniens. C'est un des livres qui paraissent fort nombreux et un des meilleurs cette saison. C'est aux presses universitaires de France. Vous dites, il arrive que les chercheurs ne se définissent pas seulement par leurs origines, mais par une même éthique de travail. Et il est quand même considérable de voir que la littérature scientifique, depuis 10 ans, progresse beaucoup sur 2 fronts à la fois. Les spécialistes de l'Empire ottoman, les spécialistes du génocide arménien. Oui, alors effectivement, c'est une dimension remarquable du travail, effectivement, de la connaissance sur le génocide des Arméniens. C'est que les progrès historiographiques sont réalisés à la fois par des spécialistes du génocide, comme Raymond Kevorkian et Taner Akçam, mais aussi, de l'autre côté, on trouve aussi du côté des historiens turcs des recherches ou des spécialistes, disons, des études ottomanes. On trouve des travaux remarquables qui nous permettent de comprendre de l'intérieur le processus génocidaire. Alors, je pourrais citer, par exemple, les noms de Erik Jan Zürcher, par exemple, qui est un chercheur hollandais, qui a travaillé très longtemps sur la période jeune turque et la période kémaliste, qui a montré les liens étroits qui unissent les dirigeants jeunes turcs aux dirigeants de la période kémaliste. Alors avant les jeunes turcs et les kémalistes qui vont prendre leur suite, il faut qu'on considère, si vous le voulez bien, Michael Nichanian, ce qui se passe dans le vieil empire vermoulu où les Arméniens vivent sous domination musulmane, sauf pour la partie qui correspond à la République indépendante d'Arménie d'aujourd'hui, qui depuis 1827 est sous tutelle russe. À certains égards, on pourrait comparer les Arméniens à d'autres minorités comme les Kurdes. À beaucoup d'égards, on peut les comparer aux Juifs. Alors, à la fin du 19e siècle, les Arméniens ne subissent pas de discrimination plus grave que les autres communautés non musulmanes de l'Empire ottoman. Et jusqu'en 1878, on les considère même, les autorités ottomanes les considèrent même comme le peuple fidèle. Les Arméniens sont ici rapprochés aussi des Grecs par Elia Kazan. C'est son plus beau film, peut-être, America. En voici le prologue. My name is Elia Kazan. Mon nom est Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey. Grec de sang, turc de naissance, américain parce que mon oncle fit un long voyage. Cette histoire m'a été contée par mes aïeux.
Il se souvenait de l'Anatolie et du mont Argé. L'Anatolie, foyer ancestral des Grecs et des Arméniens. 500 ans plus tôt, envahi par les Turcs. Depuis, Grecs et Arméniens devinrent des minorités. Les Grecs, peuple assujetti, les Arméniens, peuple assujetti. Comme les Turcs, ils portaient fez et sandales. Ils mangeaient la même nourriture, se servant d'ânes pour les fardeaux. Contemplant les mêmes monts, mais avec des sentiments divers. Il y avait les conquérants et les conquis. Les Turcs avaient l'armée, les Grecs et les Arméniens vivaient comme ils pouvaient. Parce que Grecs et Arméniens, tout de même, ne portaient pas aisément les armes, ne montaient pas aisément à cheval, avaient des couleurs distinctives aussi dans leurs vêtements. Alors effectivement, jusqu'en 1909, les chrétiens, les non-musulmans, donc les chrétiens et les juifs, n'avaient pas le droit de servir dans l'armée. C'était un des critères distinctifs, effectivement, de la présence des chrétiens dans l'Empire ottoman. Vous publiez dans votre livre « Détruire les Arméniens » une carte du peuplement de l'Anatolie et des autres régions de l'Empire ottoman, où on voit qu'il y a une population très composite, beaucoup plus mêlée, on l'imagine. Les Arméniens, en fait, sont déjà très dispersés dès la fin du 19e siècle à l'intérieur de l'Empire ottoman. En Anatolie même, ils ne représentent que seulement la moitié des Arméniens habitent encore en Anatolie orientale à la fin du 19e siècle. L'autre moitié vit en Cilicie, en Anatolie occidentale. Et puis aussi, dans des villes, à Istanbul, ils sont nombreux et ils appartiennent souvent aux classes moyennes quand ils n'occupent pas de fonctions supérieures, parce que c'est possible dans l'enseignement, parfois même dans la haute fonction publique, dans le journalisme. Il y a quelque chose qui fait image, c'est l'Arménien photographe de l'Empire. Effectivement, c'était une profession qui était une spécialité des Arméniens. On connaît le nom des frères Abdullah, qui étaient 3 frères arméniens, qui étaient même les photographes du sultan dans les années 1890. Ça veut dire que les Arméniens, à vous entendre, sont des vecteurs de la production et de la diffusion de la culture ottomane. Eh bien, en fait, dans tous les secteurs, les chrétiens, donc grecs et arméniens, occupent des rôles prédominants dans les fonctions artisanales et commerciales, dans toutes les disciplines. Et alors, la spécificité des Arméniens, c'est que dans les disciplines liées aux Turcs ottomans, ils occupent une place très importante dans l'imprimerie, dans la librairie, même dans l'écriture de romans ou de pièces de théâtre en turc ottoman. On sait que le premier roman en turc ottoman a été écrit par un Arménien, et on sait aussi que l'opéra et le théâtre a été inspiré largement par les auteurs arméniens à Istanbul. Pour que le tableau soit juste, il faut dire quand même que l'Empire se sent en déclin, voire en décomposition. Vous insistez beaucoup sur un traité, le traité de Berlin de 1878, qui lui porte un coup de massue, lui enlevant 200 000 km² dans sa partie européenne, 5 millions d'habitants. Et du coup, quand on est comme ça dans une situation de déclin, on se tourne vers les minorités comme vers des boucs émissaires peut-être. Oui, effectivement, les deux aspects sont présents. C'est-à-dire, à la fois, les minorités chrétiennes sont considérées comme des ennemis de l'intérieur parce que, sincèrement, objectivement, ils sont considérés comme étant la source de la désagrégation de l'Empire ottoman. Et en même temps, effectivement, il y a aussi un sentiment de frustration lié à cet affaiblissement militaire qui est, en fait, une conséquence de la politique des grandes puissances européennes. Et les chrétiens ottomans paient, en fait, la punition que les Ottomans ne peuvent pas infliger aux grandes puissances européennes. Et puis le pogrom est une tradition, on pourrait trouver au milieu du 19e siècle bien des exemples qui ne demandent qu'à se réveiller à la fin du 19e siècle, surtout quand les Arméniens de l'extérieur, opposés à l'autocratie ottomane, commencent à former des partis, à mener des actions révolutionnaires. C'est ainsi qu'en 1894 et en 1896, deux rechefs, le sultan Abdulhamid II
justifie sa politique de répression. Ici, encore un extrait du film de Kazan, on voit un gouverneur de province qui reçoit l'ordre du sultan de pratiquer une violence extrême justifiée par des attentats à l'étranger. Votre Excellence, ce jour de notre fête nationale de Béreine, des fanatiques arméniens ont osé incendier la banque turque de Constantinople. Et c'est le vœu du sultan Aboulamid que ces sujets arméniens sachent qu'aucun acte de terreur ne sera toléré. Notre sultan serait satisfait si cette leçon était comprise par cette dangereuse minorité. Autant pratiquer l'ellipse sur ces massacres gigantesques, 100, 200, 300 000 morts, 94, 96, dont Péguy à Paris dit « ce sont les plus grands du 19e siècle ». Alors on a oublié effectivement cet aspect, mais les massacres arméniens ont provoqué une grande mobilisation intellectuelle à Paris, et pas seulement à Paris, aussi en Angleterre, en Allemagne. C'est la première mobilisation en fait des intellectuels pour une cause humanitaire, et cette mobilisation intellectuelle, évidemment, va précéder et annoncer la mobilisation intellectuelle en faveur de Dreyfus quelques années plus tard. Avec les mêmes personnages, Jaurès. Bien sûr, et Jaurès. Péguy, oui. et Denis Cochin. Oui. Oui, il y a de grands intellectuels qui s'engagent effectivement dans la cause arménienne au nom de valeurs humanitaires, au nom des droits de l'homme, pour défendre la cause des Arméniens massacrés par une puissance autocratique. Les observateurs internationaux qui sont scandalisés par le grand seigneur, avec un A, c'est le surnom qu'on a donné au sultan, qui sont dégoûtés par sa politique, vont être heureux de le voir mis en échec en 1908 par les jeunes Turcs. Alors voilà que le mot de jeunes Turcs reparaît dans votre vocabulaire. C'est un coup d'État, les jeunes Turcs, mais ils sont accueillis dans la liesse populaire, peut-être même par les Arméniens, comme si c'était une révolution de 1789. Eh bien, toutes les minorités de l'Empire, grecs, arméniens, juifs, ont considéré que l'arrivée des jeunes Turcs annonçait une ère d'égalité et de fraternité. Ils ont cru aux promesses des jeunes Turcs de mettre en place les valeurs de la Révolution française à l'intérieur de l'Empire ottoman, mais très vite, en fait, ils devaient déchanter. Oui, parce que de nouveau des massacres en 1909 en Cilicie, à Adana, et dans le vocabulaire des historiens comme vous, on voit que le mot jacobinisme qu'on accolait volontiers aux jeunes Turcs est remplacé par une expression qui est très en usage aujourd'hui, pas trop chez vous, il faut le dire. Darwinisme social. Ils seraient darwinistes sociaux. Oui, alors ça, c'était pas une conception qui était propre aux jeunes Turcs. C'est une conception, une idée importée des milieux européens, de France, d'Allemagne, où le darwinisme social, c'est-à-dire l'idée que les nations menaient entre elles une lutte à mort, dont une seule sortirait victorieuse, c'était une idée très en vogue dans les milieux militaires, les milieux d'officiers français et allemands. Mais moi, je croyais que le darwinisme social, c'était aussi la dénonciation à l'intérieur d'un État-nation, des minorités qui seraient autant de tumeurs et de cancers. Parce que c'est un vocabulaire biologique. Oui, c'est un vocabulaire biologique, effectivement, inspiré effectivement des théories de Darwin. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'intérieur de l'Empire ottoman, les minorités étaient considérées comme des nations, en fait. C'est-à-dire les Grecs et les Arméniens étaient considérés comme des peuples inassimilables à la nouvelle synthèse turco-musulmane que prônaient les jeunes Turcs. Et puis, vous insistez sur le fait, nous sommes maintenant à la veille de la guerre de 1914, que le génocide, ça n'est pas inéluctable, qu'il y a d'autres issues. C'est ce que pensait quelqu'un qui espérait beaucoup dans le genre humain, qui était le père Komitas. Vendredi, Manuel Valls, le Premier ministre, après avoir entendu le glas de la cathédrale arménienne de la rue Jean Goujon, se rendra devant la statue du père Komitas au bord de la Seine. C'était un immense compositeur, grand collecteur de musique populaire et pas seulement arménienne. En voici une interprétée par Arpine Pélivanian, le chant de l'immigré. Gru, tu n'as pas une petite nouvelle de notre pays ? Oh
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Ce chant populaire recueilli par le père Comitas dit « J'ai connu les douleurs de ce monde mensonger. Je souffre de l'absence de mes compagnons. » Le père Comitas survivra miraculeusement au génocide. Il sera exfiltré vers la France. Il aura perdu toute croyance dans un monde juste et ordonné, ne composera plus de musique, ne dira plus la messe et il mourra dans un asile d'aliénés à Villejuif en 1935. Nous avons laissé la situation, Michael, à la veille de la guerre de 1914. Le sultan Mehmed V n'a plus de pouvoir que nominal. Ce sont les jeunes Turcs qui règnent. Et vous insistez dans Détruire les Arméniens, votre livre aux presses universitaires de France, sur le fait qu'ils vont jouer comme un coup de dé. C'est le pari de la dernière chance pour eux, s'ils veulent sauver la Turquie et son intégrité, que de s'allier avec les Allemands. Oui, en fait, en 1914, à l'été 1914, quand les jeunes Turcs décident de s'engager dans la guerre aux côtés des Allemands, ils sont convaincus que l'Empire ottoman est condamné, qu'il va être démembré à court ou moyen terme, et que les Russes vont s'emparer d'Istanbul, que les Grecs vont s'emparer de l'Asie mineure, que les Arméniens vont s'emparer de l'Anatolie orientale. Donc, l'alliance avec l'Allemagne est un coup de dé destiné à renverser la situation géopolitique en leur faveur en cas de victoire éventuelle de l'Allemagne. Les pronostics pessimistes sont vérifiés quand, en janvier 1915, les Turcs connaissent une sévère défaite à Sarikamish, dans le Caucase, face aux Russes. Et revient le thème de l'Arménien, bouc émissaire. Je ne sais pas si les Arméniens se rendaient bien compte. Pour eux, c'était la énième guerre. Que les jeunes Turcs étaient sur cette position vertigineuse que vous venez de dire. Non, alors en fait on sait que les Arméniens d'Istanbul étaient persuadés que la fin de l'Empire ottoman, disons à l'automne 1914 et au début de l'année 1915, les élites arméniennes d'Istanbul étaient persuadées que la fin de l'Empire ottoman allait apporter la libération des minorités chrétiennes grecques et arméniennes, et donc ils se réjouissaient ouvertement de l'entrée de l'Empire ottoman dans la guerre, en espérant que ce serait bientôt sa fin. Après le désastre de janvier 1915, les jeunes Turcs décident, en février 1915, de quoi ? Du nettoyage ethnique et des déplacements forcés, dans une Anatolie composite avec des mécanismes de remplacement, ou d'une extermination ? Alors, les sources dont on dispose, qui sont des sources indirectes, nous permettent de comprendre que dès février-mars 1915, il s'agit bien d'un processus d'extermination qui est décidé au plus haut niveau du comité Union et Progrès à Istanbul. Et en fait, les déportations ne sont qu'un prétexte, un masque pour dissimuler en fait une entreprise génocidaire. Vous dites les sources indirectes. Alors certains historiens disent les jeunes Turcs, le comité Unité et Progrès, son comité central, c'est Jean Giscard plus le Télégraphe. Les sources, c'est quoi ? Des télégrammes ? Alors, les sources dont on dispose pour février-mars 1915, ce sont des archives
du comité Union et Progrès qui ont été consultés par des journalistes ottomans d'Istanbul en 1919, lorsque les nouvelles autorités ottomanes perquisitionnent le siège du comité Union et Progrès et mettent la main sur certaines archives. Et donc là, il y a des journalistes qui ont pu accéder à ces documents et nous faire part de ce qu'ils ont lu. Mais ces documents aujourd'hui ont disparu malheureusement. Et puis reste la question, on n'a pas le temps de l'aborder ici, de l'ouverture des archives turques. Ceux qui nient le génocide disent, les notables arméniens qui ont été arrêtés, il y en a eu 200 le premier jour, le 24 avril, et puis d'autres plus tard, le père Komitas en a été, ils sont pas tous morts. Vous voyez, ils n'ont pas tous été déportés, les déportations n'ont été pour eux que partielles. Dans tout processus génocidaire, il y a des survivants. Et donc ce n'est pas parce qu'il y a des survivants que ce n'est pas un génocide. On considère quand même qu'il y a eu les 2 tiers de la population arménienne qui ont disparu, qui sont mortes entre 1915 et 1918. Alors on va voir par quelles étapes. On a parlé des 2 tables d'Istanbul. En mai est donné l'ordre de départ pour toutes les familles des provinces et notamment pour les familles des provinces du Nord-Est. Les témoignages oraux valent ce qu'ils valent parce que ils ont été recueillis souvent très tardivement. Madame Zépure, ici interrogée par Zoé Varier dans un superbe reportage de 1995, était adolescente au moment de la mise en branle des populations. Nous avons pris la route, nous avions faim, nous avions soif. On ramassait l'eau de pluie pour boire. Le voyage a duré plusieurs jours. On est passé de village en village jusqu'au jour où on est arrivé au bord d'un fleuve. Nous l'avons traversé dans des bateaux. Dans les premiers bateaux, les jeunes filles arméniennes, vierges, criaient. Elles hurlaient « Dieu, sauve-nous !» parce que les soldats turcs les prenaient. Pour sauver leur dignité, elles se jetaient à l'eau. Ceux qui nient le génocide vous disent c'est des déportations, seulement des déportations. Oui, c'est encore aujourd'hui la thèse officielle de l'État turc, c'est de dire effectivement que il s'agissait d'un simple processus de déportation et qu'en aucun cas il n'y avait évidemment de décision génocidaire. Sauf que les déportations étaient accompagnées non seulement de morts causées par la difficulté, le passage dans le désert, les viols et leurs conséquences qui étaient évoquées il y a un instant, mais aussi par des massacres, non ? Bien sûr, il y avait de nombreux massacres, notamment dans les provinces centrales et orientales d'Anatolie, qui étaient mis en œuvre par des milices paramilitaires qui portaient le nom d'organisations spéciales et qui étaient des unités sous la direction des autorités ottomanes et qui étaient dirigées par des officiers ottomans aux ordres du parti Union et Progrès. Du CUP, le comité Union et Progrès. Ici, c'est un autre témoignage que nous ne pouvons pas très aisément sourcer. Il a été passé il y a peu dans l'émission de Valérie Nivelon sur Radio France Internationale, La Marche du Monde. C'est un gamin, il est plus jeune que la dame qu'on entendait il y a un instant, il accompagne lui-même la marche. Après Malatya, sur le chemin, on est arrivé à un endroit où il y avait un pont, un tout petit pont en bois. D'un côté, la montagne, de l'autre, le ravin. Les gendarmes étaient des 2 côtés du pont. Ils enlevaient les foulards de tout le monde et ils regardaient les têtes des gens. Mon oncle s'était habillé en femme avec un foulard. 500 hommes s'étaient cachés de la sorte. Ils les ont tous emmenés. Le lendemain matin, ma tante m'a dit « Manouk, va faire brouter les ânes ». J'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait de l'herbe haute. Je me suis rapproché et j'ai vu qu'une petite rivière coulait. Et là,
Qu'est-ce que j'ai vu? Les 500 hommes. Ils avaient été égorgés le long de la rivière. Le sang coulait encore. Peut-être que mon père était dedans. Les ruisseaux rouges de sang, c'est un thème récurrent dans les témoignages qu'on a pu recueillir. Là, il s'agissait de gendarmes. Est-ce que ce sont les mêmes unités que celles que vous désigniez tout à l'heure ? En fait, les déportés ne connaissaient pas ces distinctions entre organisation spéciale gendarmes. Et donc, souvent, ils appelaient gendarmes des soldats de l'organisation spéciale et inversement. Souvent, d'ailleurs, les milices de l'organisation spéciale portaient des uniformes de gendarmes. Donc, c'était source de confusion aussi. On a maintenant un plan, une carte précise des quelques 20 camps de concentration auxquels aboutissent les peut-être 700 000 survivants. Oui, alors effectivement, il y a des travaux très érudits qui ont été menés sur la deuxième phase du génocide. Ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est effectivement l'année 1916. Et donc, les convois de déportation aboutissent à la fin de l'année 1915 et au début de l'année 1916 en Syrie du Nord et de l'Est. Et on considère... Dans des villes ou dans des lieux qui sont maintenant encore de réputation sinistre, on retrouve les mêmes noms. Oui, Derzor, Raqqa, Ras-Soulaïn, qui sont de tristes mémoires aujourd'hui encore, sont les lieux où étaient concentrés les déportés arméniens. Et alors là, il y a de nouveaux massacres dans les camps ? Non. Dans les camps, en fait, la stratégie adoptée par Talat, le ministre de l'Intérieur, c'est de laisser mourir les Arméniens de faim et d'épidémie. Malgré cette stratégie, il y a encore, au printemps 1916, près de 500 000 Arméniens qui survivent encore dans des conditions désastreuses en Syrie du Nord et de l'Est. Les mutations de biens, comment se produisent-elles en 1916 ? Alors, en fait, le processus d'expropriation des Arméniens a débuté, en fait, dès le début du processus de déportation. C'est-à-dire que dès que les Arméniens quittaient leur commune, leur lieu d'origine, immédiatement, ces biens étaient saisis par l'État pour être redistribués soit aux populations musulmanes locales, soit à des réfugiés musulmans des Balkans, soit une partie encore était redistribuée directement pour financer le budget de l'État, pour financer le processus de déportation et de massacre. On parle très peu du massacre des Assyro-Chaldéens et des Syriaques. Malheureusement, les Assyro-Chaldéens ont souffert le même sort que les Arméniens en 1915-1916. Ils ont subi le même sort puisque, en fait, dans les lieux où ils étaient mêlés, c'est-à-dire dans la province de Diyarbakir, dans la province de Bitlis, là où les populations arméniennes et assyro-chaldéennes étaient mélangées, eh bien, les assyro-chaldéens ont subi le même sort. Ils ont été massacrés et déportés dans les mêmes conditions. Il faudrait aussi dire qu'en 1918, il y a un rebond quand l'Empire ottoman tombe. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'autorité faible, flottante, d'exterminer des Arméniens en dehors des frontières de l'Empire ottoman ? Oui, alors à la fin de la guerre, donc au cours du printemps et de l'automne 1918, en fait, il y a une troisième phase du processus génocidaire lorsque les armées ottomanes entrent dans le Caucase russe. Eh bien, il y a des massacres contre les populations arméniennes et assyro-chaldéennes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les armées ottomanes entrent aussi dans l'Iran, en Iran, dans le nord de l'Iran, qui n'était pas une des nations belligérantes pendant la Première Guerre mondiale. Et des massacres aussi frappent les populations arméniennes et assyro-chaldéennes au nord de l'Iran, à cette période du printemps et de l'automne 1918. Le désastre arménien, votre livre aux presses universitaires de France. Merci à vous, Michael Nichanian. Demain, nous recevrons Anaïde Terminassian, historienne pionnière et descendante d'une grande famille arménienne. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Elinka Negulesco, avec à la technique Tristan Gratanon.